Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'une nuit au monastère à Saint-Pierre-de-Solesmes. L'abbaye accueille aujourd'hui un grand monsieur du petit écran, amoureux du cyclisme. Il a couvert 41 Tours de France. Il est également passionné par le général de Gaulle, à qui il a consacré plusieurs ouvrages. Jean-Paul Olivier quitte la cabine du commentateur sportif pour enfourcher son vélo et disputer l'épreuve de la Sarthe. Il va passer 24 heures au milieu du peloton des moines, tout en tentant peut-être des échappées intérieures. Un présentateur sportif qui reprend son souffle pour mieux reprendre sa course, c'est maintenant sur KTO. L'histoire de Solesmes, non, je la connais pas bien. C'est pour ça que je vais l'apprendre. mis à part voir la bénédictine, c'est tout ce que je connais. Oui. Bonjour Jean-Paul Olivier. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans cette émission Une nuit au monastère. Vous avez fait bon voyage ? Tout à fait, j'ai fait un très bon voyage. Je connaissais un petit peu déjà, non pas l'abbaye forcément, mais enfin l'église en tout cas. Et donc j'avais assisté à une messe en grégorien et je reviens avec plaisir. Vous êtes la mémoire du Tour de France. Le Tour de France est déjà passé par Solesmes ou voire s'est arrêté à Solesmes ? Il est passé dans la Sarthe à plusieurs reprises. Il a fait étape également au Mans. C'est un point de passage pratiquement obligé, la Sarthe, à un certain moment. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher, Jean-Paul Olivier ? Bien, je suis venu me rendre compte de ce que c'était un peu la vie monastique. Alors, la première étape, ça va être de franchir la clôture et de rencontrer le père hôtelier, qui joue peut-être pour les retraitants le rôle d'un directeur sportif, peut-être même d'un médecin. Je vous invite tout de suite à m'accompagner pour le rencontrer. Allons-y. Par ici. Bonjour. Père Philippe, je vous présente Jean-Paul Olivier. Bien, soyez les bienvenus à Solesmes. Très heureux de vous accueillir. Merci. Vous avez fait bon voyage? Tout à fait. C'est pas très long. C'est rapide, Paris-Solesmes. Solesmes est la grande banlieue. Oui, c'est un peu ça. Mais je connais un peu parce que je suis souvent passé. Passé dans la Sarthe notamment. Vous savez, j'ai fait 41 Tours de France. Alors, au bout de ces 41 Tours de France, je commence quand même à connaître un tout petit peu la France. Je comprends. C'est vaste et c'est beau. Et donc, il y a beaucoup de coins très intéressants. Enfin, tous les coins sont intéressants. Toutes les régions ont une histoire. Et c'est ce qui fait sa beauté et son intérêt. Je vais vous laisser pour la visite. Très bien. Mais auparavant, je parle sous votre contrôle. Je voulais livrer à Jean-Paul quelque chose qui m'est venu en préparant l'émission. Je me suis dit que l'expérience que nous allons vivre, elle a des parentés avec l'entraînement sportif, notamment une certaine dimension d'ascèse. Ça passe par une forme de déconnexion, de ralentissement de la parole. Et pour nous aider dans cette ascèse, je voulais vous proposer, si vous en étiez d'accord, de nous confier votre téléphone portable. Et je vous donnerai en échange ce cahier. Oui. Vous serez moine pendant 24 heures. Très bien. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors, ce cahier pour noter les impressions, les sentiments qui vont vous traverser pendant cette expérience. Très bien, merci. Je vous souhaite une très bonne expérience et je vous dis à demain pour la conversation que nous aurons à l'issue de la retraite. D'abord, je vous confie, je suis le père Philippe. Je vous dis monsieur. Et je suis très heureux de vous accueillir parce que je vais payer une dette. Car vous ne saviez peut-être pas,
que le sport est nécessaire pour rentrer au monastère. Je suis venu ici même, à 19 ans. Et j'ai demandé à rentrer. Et le père chargé de l'accueil a dit « Mais vous êtes trop maigre. Pour être moine, il faut être fort. Alors, faites de la gymnastique, mangez, on verra ensuite. » Et je n'étais pas content, parce que je voulais rentrer tout de suite. Mais il faut toujours obéir. Donc j'ai obéi, et pendant 1 an, j'ai fait de la gymnastique, du sport. J'ai mangé. Et au bout d'1 an, j'étais bon pour le service. Et je suis rentré, pour vous situer les choses, le 7 octobre 1958. C'est une belle histoire. Belle histoire. Et non seulement je ne le regrette pas, mais j'en suis très heureux. Là, je suis très heureux de partager avec vous, justement, ce que vous allez voir de Solesmes. D'abord, nous vous attendons depuis longtemps, puisque nous avons fêté en 1010 le millénaire de l'Église. Les monastères commencent toujours par l'Église, parce qu'il y a la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et ensuite, on se trouve autour de l'Église. Donc, depuis 1010, nous attendions votre venue. Et aujourd'hui, vous arrivez. Merci. Merci, je suis très heureux de vous accueillir. Ah, voilà. Alors ici, c'est ce qu'on appelle les saints de Solesmes. C'est ce qu'il y a de plus beau. La date, c'est 1490. Tout cela a été construit à cause du petit pendentif, où nous mettons une relique d'une épine, de la couronne d'épines, que Saint Louis a ramenée de Terre Sainte et qui est conservée à la Sainte-Chapelle. Et cette épine, donc, on l'a depuis un temps immémorial. Alors, le lundi de Pâques, l'après-midi, elle est mise ici et les pèlerins de la région viennent la vénérer. C'est remarquable, ça. C'est remarquable. Donc, c'est ce qu'on appelle les saints de Solesmes et c'est ce qu'il y a de plus beau. Ici, vous avez une très belle Pietà, qui est plus récente, mais qui est remarquable par le visage de la Vierge en particulier, qui est empreint d'une tristesse profonde et en même temps d'une grande sérénité. Et dans la vie chrétienne, dans, on peut dire, toute vie d'homme et de femme, il y a des temps d'épreuve, où le cœur saigne profondément. Mais dans ces moments, Marie est là. Elle sait ce qu'est la souffrance du cœur et elle a des grâces particulières pour consoler. Ici, c'est ce qu'on appelle le scriptorium. C'est un nom latin qui signifie endroit où on écrit. Donc traditionnellement, dans les monastères, on écrivait les manuscrits. Et Saint Benoît, déjà dans la règle que nous suivons, attachait une grande importance à la bibliothèque parce que les moines développent leur connaissance de Dieu, de l'œuvre de Dieu, à partir de la Bible. C'est le premier livre, vraiment, comme tout chrétien, le livre par excellence. Et puis ensuite, par tous les commentaires de la Bible, des pères de l'Église, et puis de toute la tradition, jusqu'au pape François d'aujourd'hui. Oui. Donc les moines ont chaque jour un temps pour lire la parole de Dieu.
Mais quand le Français moyen se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la télévision pour avoir les nouvelles. Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Tandis que le moine, il ouvre la bonne nouvelle, l'Évangile. La nouvelle est toujours bonne. Et il commence sa journée justement en mâchant quelque chose de l'Évangile. Et donc il y a un responsable. Il y a même plusieurs bibliothécaires, parce que comme vous avez des milliers de livres, ils sont à plusieurs. Tout est très ordonné dans la vie monastique, parce que c'est une vie ensemble, on est toujours très attentif aux autres. Au fond, dans le sport, vous voyez, vous avez l'équipe. L'équipe est très soudée pour que ça marche. Bien, chez nous, il y a la communauté. Il faut qu'elle soit très soudée et très ordonnée pour que tout aille bien. Donc il y a un certain entraînement. Oui, c'est ça. Il y a une certaine analogie avec le sport. Il y a une analogie. L'équipe elle-même. Quoi. Oui, tout à fait. Et ça oblige à s'oublier soi-même pour le bien de l'équipe. Pour penser aux autres. Pour penser aux autres. Et pour nous, évidemment, avec la foi, bien, c'est le commandement de Jésus. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Donc c'est ça le fond de la vie. Vous voyez, les moines ne sont pas des super chrétiens. C'est des chrétiens qui prennent leur vie chrétienne au sérieux, qui essaient de vivre justement dans cet amour fraternel. Voilà, cher ami, après ce petit tour de monastère, vous n'avez pas tout vu, mais vous pourrez revenir. Voilà la chambre dans laquelle nous vous accueillons. Et avant de vous quitter pour aller au Vêpres, où nous chantons le Magnificat tous les jours au Vêpres. C'est le chant qui jaillit du cœur de Marie, qui jaillit du cœur des moines et des chrétiens aussi. Je l'ai beaucoup chanté quand j'étais enfant de chœur. Ça remonte enfant de chœur. Ça remonte à quelques années. Quelques années. J'étais enfant de chœur à Sainte-Anne du Passage Lauriec, là, à Concarneau. Très bien. Voilà. Des beaux souvenirs. Oui. Alors, je vais vous poser une question. Le premier Tour de France après la Libération, quel a été le maillot jaune? C'était Jean Robic. Jean Robic. Et savez-vous où est conservé le maillot jaune? À Sainte-Anne-d'Auray. À Sainte-Anne-d'Auray. Voilà. Vous n'allez pas me piéger là-dessus. Non, je vois 10 sur 10. Voilà, cher ami, je vous remercie de votre venue, de votre écoute. Vous êtes moine par l'écoute. Merci. C'est le premier mot de la règle. Un grand merci. Merci. Jean-Paul Olivier, très bien, qui vient faire un séjour de 24 heures et qui découvre, c'est la première fois. Très bien, vous êtes journaliste sportif. J'étais venu à la messe une fois, c'est tout, quoi. C'est vraiment la grande découverte. Voilà. Et vous parlez du Tour de France, qui vient de se terminer. Bah oui, j'en ai fait une quarantaine, 40 exactement, pas 41. Quand j'étais jeune, je suivais, mais c'était du temps de Bar-Montes, un petit... Le Tour de Bar-Montes, 59. L'Aigle de Tolède. Très bien, bienvenue. Merci. Donc le Père Abbé va vous laver les mains en son hospitalité. Je vais vous conduire à votre place.
Alors, Jean-Paul, vous allez bien? Ben oui, je me porte le mieux possible, pas de problème. Surtout à la sortie d'une messe. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas été à la messe. Je suis en immersion, là, c'est toujours très agréable. Alors, l'entraînement spirituel touche à sa fin. Et je vous propose un petit jeu de rôle. C'est-à-dire que vous êtes habitué à faire le journaliste sportif, mais là, vous allez faire comme le sportif qui est interrogé par le journaliste sportif après l'épreuve. C'est-à-dire, on fait un débrief de ce que vous avez vécu. Ça vous va comme programme? Ça me va parfaitement. Alors, pour l'entretien, on va aller dans un lieu un peu différent d'habitude. On va aller dans le scriptorium que les moines mettent à notre disposition. C'est un grand privilège. Donc, on va faire un peu de marche pour se rendre sur le lieu de l'entretien. C'est toujours très agréable de marcher. Alors, je vous invite à me suivre. Jean-Paul Olivier, quel privilège d'être avec vous ce matin dans ce scriptorium, une pièce habituellement fermée au public. Quel privilège aussi d'avoir pu traverser ces couloirs et d'avoir pu découvrir l'intérieur de l'abbaye. Vraiment, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Je vois que vous avez votre cahier à côté de vous. Peut-être qu'on pourrait commencer par là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez marquées sur votre cahier et que vous accepteriez de nous partager? Oui, j'ai pris quelques notes comme ça, quelques notes sommaires pour moi. Et j'ai évoqué l'époque où, à 13-14 ans, j'étais enfant de chœur. Et quand j'étais enfant de chœur, apparemment, je servais la messe et je la servais bien, puisque le recteur de la paroisse où je me trouvais, Henri Sévélec, était allé voir ma mère pour lui demander d'essayer de me faire entrer au petit séminaire de Pont-Croix. C'était dans le Cap-Sizun. Et bon, évidemment, ma mère avait dit oui, etc., du bout des lèvres. Elle ne savait pas trop, la pauvre. Et moi, bon, je n'avais pas totalement répondu. Mais l'abbé Sévélec avait dit: nous allons faire une retraite. Il y a une retraite qui va se passer dans quelques jours. Elle était au mois de juillet 1955. Et il y a une retraite qui va se passer avec des jeunes de Quimper, etc. Vous pouvez vous y joindre. Ben, j'ai dit, allons-y. Donc, je suis arrivé à Pont-Croix. Pont-Croix, petit séminaire. Et là, alors, on avait un accompagnateur qui s'appelait l'abbé Vourche, très agréable. Et je ne suivais pas trop les cours et j'étais surtout intéressé par ce qui se passait sur la route du Tour de France, car nous étions donc en juillet. Alors je n'ai eu de cesse que de demander à l'abbé Vourche de trouver le vainqueur de l'étape du Tour de France. Les coureurs, si mes souvenirs sont bons, arrivaient à ce moment-là à Millau. Et tout de suite, il a écouté la radio, il m'a dit: c'est un Italien qui s'appelle Fantini qui l'a emporté. Ah, j'ai dit Fantini, Alessandro Fantini, un coureur des Abruzzes. Je ne savais pas trop où étaient les Abruzzes, moi non plus systématiquement. Mais enfin, j'avais parlé de Fantini. Et donc, j'avais vu qu'il avait fait la moue, et puis il s'était sans doute dit que j'étais davantage porté vers des commentaires éventuels du Tour de France que vers la liturgie que j'aurais pu épouser. Finalement, cette retraite, ça vous a permis de découvrir votre future vocation? Oui, parce que quelques années plus tard, peu de temps plus tard d'ailleurs, puisque à 17 ans et demi, je suis entré dans le journalisme. J'ai commencé par un journal tout à fait adapté à mes vœux, puisque ça s'appelait Vélo Journal. C'était un journal national d'ailleurs, un bimensuel. Et puis ensuite, ma carrière s'est poursuivie, carrière un peu en presse écrite, ensuite en télévision. Et donc, la retraite que vous venez de faire ici à Solesmes, elle a fait ressurgir ces souvenirs de votre enfance, ces souvenirs de cette retraite à 13-14 ans. Oui, vous savez, c'est assez étonnant parce que lorsque je suis arrivé, j'ai vu un petit auvent là, et j'ai vu un moine qui était là, qui était en tenue de travail. Et tout de suite m'est revenu à l'esprit l'histoire du père Bricole. Alors le père Bricole, c'était un personnage qui intervenait dans un roman de Gabriel Chevalier. Gabriel Chevalier était assez méconnu de nom, mais c'est celui qui a écrit Clochemerle.
Et là, il avait écrit Sainte-Colline. Sainte-Colline était un collège pour lui, quoi. Il avait appelé ça Sainte-Colline. Et à l'intérieur de Sainte-Colline, il y avait des pères abbés. Il y en avait un qui travaillait aussi un petit peu le bois, qui mettait de l'ordre un peu partout, et qu'on avait donc insensiblement appelé le père Bricole. Et le père Bricole, s'il n'était pas forcément aimé de ses autres collègues moines, était admirablement aimé des jeunes, des tout jeunes adolescents qui étaient là. Ils venaient le voir parce qu'ils avaient toujours des états d'âme, et donc le père Bricole les aimait beaucoup, les couvait. Et donc cette histoire du père Bricole m'est revenue et m'a encore ému aujourd'hui. Et vous auriez eu presque envie d'aller vous confier à ce père, à ce nouveau père Bricole ? Presque. Alors, quand vous êtes arrivé, c'est un autre moine qui vous a accueilli, c'est le père Philippe. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là de l'accueil ? Le père Philippe est un personnage très humble. Bon, ils le sont tous d'ailleurs, mais tout de suite, il a cru bon de me parler du sport. J'ai l'impression qu'il se passait quelque chose dans vos regards réciproques. Il y avait une vraie rencontre qui se jouait entre vous deux. Oui, je l'ai écouté là longuement. J'étais conscient qu'il voulait me livrer un message, me délivrer un message, parce qu'il était vraiment très attentif à me faire valoir tout ce qui pouvait passer au travers de la liturgie de l'abbaye. Alors, vous avez employé le mot humilité, un mot que vous associez aussi au Tour de France. Vous dites souvent le Tour de France, ça rend humble, parce qu'on y rencontre des gens qui ne sont pas forcément au sommet de l'échelle économique et sociale, mais qui sont souvent au sommet de l'échelle humaine. Vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont ce Tour de France il rend humble ceux qui le couvrent ? Vous savez, le Tour de France, il faut l'accomplir. Et tout le monde n'est pas armé au même point. Donc vous avez des premiers et des derniers. Et chacun donc paye de sa personne. Et vous avez 22 étapes à couvrir. C'est long, c'est très long. Et donc ils n'ont pas tous les mêmes valeurs, etc. Mais ça leur donne des leçons d'humilité en permanence. Et alors, la découverte de cette vie monastique, ça rend humble aussi ? C'est évident. C'est évident, quand on est là, on ne s'appartient plus. On appartient aux autres. Alors, je crois que la participation à la messe, ça n'était pas une première, puisque vous étiez servant d'hôtel. Vous avez grandi dans cette Bretagne très, très catholique. Vous avez aussi assisté au catéchisme. Oui, bien sûr. Quand j'étais à l'école chrétienne, j'ai assisté. Et puis même quand j'ai fait l'école laïque également, à ce moment-là, donc c'était des séances très spéciales de catéchisme. Avec des mouvements de jeunesse, peut-être Oui, il y avait un patronage, etc. Donc on avait des colonies de vacances également. Enfin, vous savez, j'ai suivi un petit peu le cursus de tout un chacun, de tout jeune de l'époque, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous avez gardé de cette éducation chrétienne ? Vous savez, on l'abandonne jamais. On l'abandonne jamais. Même si on devient très irrégulier, si j'ose dire, hein, si je ne vais plus à la messe ou quelque chose, mais on garde un fondement. On garde un fondement si j'ose dire, sans outrecuidance, de chrétienté, quelque part. Alors, en dehors de la pratique, sur le plan des croyances, si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que vous avez des questionnements métaphysiques ? Bon, je crois que la question de la mort intéresse un petit peu tout le monde. Hein. On n'est jamais insensible. On n'est jamais insensible, d'autant plus que régulièrement, on perd des gens qui nous sont chers. Mais ça passe. Mais vous imaginez qu'il puisse y avoir un après-mort, par exemple ? Oui, vous savez, on en parle, là, dans la religion, on en parle en permanence. Bon, ça peut s'imaginer. Et donc cette question de la mort, elle est présente sur le Tour de France, si on revient à votre passion. Il y a des coureurs qui sont décédés en 1967, je crois, un coureur qui s'effondre
à quelques mètres de l'arrivée. Est-ce que le cyclisme, c'est un sport qui confronte les coureurs à cette question du danger et de la mort? Il y a eu plusieurs coureurs décédés en course. Il y a eu, avant la guerre, comme on dit, il y a eu Cepeda, un Espagnol, mais les deux qui ont le plus marqué, c'est en 1967 avec la mort de Tom Simpson, le Britannique, qui s'est effondré sur les pentes du Mont Ventoux, à 1 km 200 à peu près du sommet. Tom Simpson avait usé d'amphétamines, etc. Les amphétamines, c'est très très mauvais lorsqu'il y a une grosse chaleur en particulier. Et donc, Tom Simpson s'est effondré. Ce n'était un secret pour personne qu'il prenait beaucoup de produits dopants, parce qu'il voulait surtout, puisqu'il allait signer un contrat avec la firme Salvarani pour aider Felice Gimondi l'année suivante, il voulait remporter un certain nombre de victoires pour être en position de force pour négocier son contrat. Et puis vous avez eu en 1995 un Italien qui s'appelait Fabio Casartelli, qui était le champion olympique sortant, et qui, dans la descente du col du Portet d'Aspet, en Haute-Garonne, est tombé sur le bord du ravin. Il y avait des plots rectangulaires, au carré plus exactement, et donc il a heurté, sa tête a heurté l'un des plots carrés, et il est mort pratiquement, je dis bien, sur le coup, parce qu'il avait du sang partout. Et moi, j'étais juste derrière lui, j'étais sur la moto à ce moment-là. Je suis arrivé, j'ai senti à ce moment-là que c'était fini. Le sang coulait. J'ai jamais vu autant de sang couler sur une route du Tour de France. C'était un ruisseau de sang. Voilà, ça, c'est les mauvais souvenirs que je conserve du Tour. Tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et on pourrait aussi évoquer Fausto Coppi, alors même si c'est plus indirect puisqu'il a contracté la malaria en Afrique, mais son corps était épuisé par des années et des années de sport intensif. Fausto Coppi, c'était une figure emblématique du cyclisme, je dirais pas seulement italien, mais cyclisme mondial. Et c'était une sorte d'idole en Italie. C'était une divinité. C'est extraordinaire. L'Italie, les gens embrassaient la marque des roues où il était passé. C'était de la folie furieuse. Puis ensuite, il a eu une autre histoire, puisque comment dirais-je, il s'est mis en ménage avec la Dame Blanche, il a quitté sa femme, et alors là, le public italien a commencé à se détourner de lui. Mais enfin, c'est toute une dramaturgie. J'ai écrit 3 livres sur lui, d'ailleurs, dont l'un s'appelle La tragédie de la gloire. Voilà. Justement, le fait d'être un surhomme, un quasi-dieu, est-ce que c'est pas psychologiquement trop lourd à porter pour ces cyclistes? Parce que Fausto Coppi, dont on attendait qu'il soit un modèle dans tous les domaines de sa vie, on lui pardonne pas finalement ce choix qu'il fait de rejoindre la Dame Blanche. Est-ce que psychologiquement ça peut être très lourd pour les champions de devenir des idoles? Si, disons que le champion ne se rend pas forcément compte de ce qu'il est devenu et de ce qu'il est face au public. Et donc, parfois, c'est un être humain comme les autres, et il oublie les préceptes et les principes qui peuvent encore le guider face au public. Face à ce poids de la notoriété, à cette tragédie de la gloire, un certain nombre de sportifs qui trouvent dans la religion des ressources. Il y a beaucoup de sportifs croyants ou qui font des gestes religieux avant de commencer l'épreuve. Est-ce que dans le cyclisme, c'est répandu aussi? Oui, bien sûr. Eddy Merckx faisait le signe de la croix avant de prendre le départ d'un contre-la-montre, par exemple. Stephen Oroch également. Enfin, il y a plusieurs coureurs qui l'ont fait. Donc, vous savez, ils n'échappaient pas au coma des mortels, quelque part, quoi. Donc, ils étaient eux aussi au sein même de la religion.
Est-ce que, au-delà de la superstition, dans ces signes de croix ou dans ces rituels religieux, il n'y a pas un besoin de se raccrocher à quelque chose de plus grand que soi, de trouver un soutien, un support face à l'épreuve? Ça, c'est incontestable. C'est incontestable et ça touche, on peut dire, toutes les couches de la population et tous les individus. Ça a été démontré, hein, ça reste la même chose. Mais il y a un moment, d'ailleurs, que je n'ai pas vu les coureurs faire le signe de la croix lors des contre-la-montre, il me semble. Enfin, on ne peut pas tout voir non plus, hein, parce que les coureurs contre-la-montre, ils partent un par un, alors on n'a pas l'œil fixé sur eux. Est-ce que dans cette épreuve contre un adversaire ou cette épreuve contre soi-même, il peut y avoir un cheminement spirituel? Est-ce que le sport peut aussi être une aventure spirituelle, selon vous? Oui, pourquoi pas, et ça me paraît quelque part évident. Alors on avait commencé hier cette expérience avec cette métaphore, cette comparaison entre l'exercice spirituel et l'exercice physique. Il y a eu Saint Paul qui a beaucoup filé la comparaison entre sport et endurance religieuse, Ignace de Loyola qui a écrit ces exercices spirituels. Dans cette vie des moines, il y a un côté routinier, il y a un côté qui peut faire penser à un quotidien de sportif se préparant à une épreuve. Est-ce que vous avez vu des comparaisons? Non, je vois l'univers des moines est intéressant à observer parce que ils ont quelque part des professions au sein même du monastère, puisqu'ils peuvent être bibliothécaires ou maçons, ou peu importe, toutes les professions sont réunies. Donc, il y a cela, et puis il y a ce côté spirituel. Donc, c'est quelque chose de très, très complet, quoi. Mais ça pose toujours une interrogation, parce qu'on se dit, tiens, ils sont là, comment se fait-il qu'ils sont là? Parce que c'est tellement fort, on ne serait pas capable de le faire, par exemple. Voilà, il faut avoir une vocation bien chevillée pour cela. Donc ça, je me suis souvent interrogé, spirituellement, en me demandant pourquoi sont-ils là, et être très admiratif. En discutant avec le père Philippe, il y a des éléments qui vous sont apparus ou ça reste toujours un mystère? Oui, c'est ça aussi. C'était exactement ce contexte-là qu'il a évoqué pour moi et avec moi. Et il était vraiment très, très intéressant. Si on en vient au côté collectif, le cyclisme, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est un sport collectif. Il y a une vie d'équipe, les coureurs, ils vivent pratiquement ensemble 24 heures sur 24 pendant un mois. Et de ce point de vue-là, il y a aussi un point commun avec ces moines qui vivent ensemble au long cours. Oui, c'est quand même moins, il y a quand même moins de rigueur, dirons-nous. Parce que les coureurs arrivent le soir, ils sont massés, ils prennent leur douche, ils sont massés, ils dînent ensemble, mais il n'y a pas la rigueur qu'il y a chez les moines. Ce ne sont pas des moines, hein, ce sont des êtres tout autres, et donc ils peuvent... Il y a beaucoup d'ascèse quand même, du point de vue diététique, on ne peut pas manger ce qu'on veut, il y a une hygiène de vie qui doit être... Oui, ça c'est autre chose. Ils possèdent une hygiène de vie, effectivement. Il y en a qui parlent de régime, mais il n'y a pas de régime, en fait. C'est une hygiène de vie simple. Et puis, il n'y a aucun problème. Vous savez, ils ont quelque part aussi la belle vie. Hein, si vous leur demandez de retourner à la mine, ils préfèrent le métier de coureur cycliste. Hein. Non, c'est un joli métier, c'est un beau métier. Un métier difficile, un métier prégnant, mais il y a au bout, il y a la gloire, il y a parfois la fortune. Vous-même, en quelque sorte, vous avez bifurqué par rapport à votre milieu familial, puisque votre père était infirmier mais marin. Je ne sais pas si vos grands-pères étaient aussi
Oui, Marin. mes grands-pères aussi étaient marins. Dans toute la famille, on était marins. Mon père voulait que je sois marin. Oui. Mais oui, effectivement, j'ai mal tourné. J'ai mal tourné. Et puis, bon, je voulais être journaliste. Je voulais faire deux choses. C'est-à-dire que quand j'étais en âge un petit peu de faire du journalisme ou en âge de prendre un métier à bras-le-corps, j'ai voulu d'abord aussi, pour mes loisirs, être coureur cycliste. Donc j'ai été coureur cycliste pendant 2 ans. Ça n'était pas que je voulais faire carrière dans le sport cycliste, mais je voulais simplement savoir comment on courait, c'est-à-dire côtoyer les autres, mettre un dossard, être lâché, être devant, vous voyez, voir un petit peu l'univers de la course cycliste. Et au sein de l'univers de la course cycliste, à partir de là, je pouvais devenir journaliste. Et quand j'étais journaliste, je pouvais décrire une course cycliste en ayant à l'esprit ce que pouvait représenter la difficulté d'un coureur ou la gloire d'un coureur. Vous saviez de quoi vous parliez? Par exemple. J'ai essayé. Et donc le choix du journalisme sportif s'est fait quasi naturellement. C'est-à-dire que vous n'auriez pas été intéressé pour être journaliste politique ou... Si, j'avais quelques velléités aussi de ce côté-là, mais on ne peut pas tout faire. Mais ça ne m'a pas empêché, pendant ma carrière journalistique, de m'intéresser à un certain nombre de choses. Je me suis intéressé au général de Gaulle très vite, très vite. À 17 ans, je m'intéressais au général de Gaulle. Pourquoi est-ce que ça résonnait particulièrement en vous? Qu'est-ce qui, personnellement, vous rejoignait dans la figure du général? Je sais pas, c'est sa vie, sa façon de ne jamais céder. Jamais. Et ça, cette volonté de ne pas céder à l'adversité, c'était une source d'inspiration pour vous aussi? Ah oui, c'est formidable, c'est étonnant. Il n'a jamais cédé. Et quand vous avez été confronté à des épreuves ou des défis dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous êtes aussi plutôt du genre entêté et... Je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire ça, parce que je sais pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de le faire bien, mais bon. Mais c'est sûr que De Gaulle était pour moi un exemple. C'est pour moi un exemple. Puis c'était un exemple en tout. C'est un exemple aussi sur le plan littéraire. Il avait un style qui s'approchait un peu de Chateaubriand. Il avait un très beau style, De Gaulle. Et puis, il était précis. Un mot, juste chaque mot mis en sa place, enseignant le pouvoir, comme disait Malherbe, c'était formidable. Mais pour un journaliste, parce que je ne sais pas si en 68 vous étiez déjà à l'ORTF, mais il y avait quand même ce contrôle gaullien de l'information qui pouvait poser question ou... De Gaulle considérait que la RTF, l'ORTF, était la radio de la France, c'était la voix de la France. Et il tolérait assez mal qu'on ne puisse pas être d'accord avec la voix de la France. La voix de la France qui était prise par le gouvernement, par ceci et cela. Et ça, il ne l'admettait pas, il l'admettait très mal. Donc vous avez vécu cette grande grève de l'ORTF en 68 Oui, et à ce moment-là, j'étais journaliste dans l'Est de l'Afrique. Je faisais mon service militaire. Donc, au titre de l'assistance technique, on m'a envoyé à Djibouti. Et donc, je suis arrivé à Radio Djibouti le 20 mai 1964. Le 22 mai 1964, je faisais mon premier journal parlé. Et le 22 mai 1964, j'avais tout juste 20 ans. J'ai fait mon premier journal parlé le jour de mes 20 ans. Et donc, on ne pouvait pas rêver meilleur lancement de carrière. Je crois que vous avez interviewé l'empereur Haïlé Sété. Ah oui, ça a été un petit drame pour moi parce que il y avait des gars, nous étions 4 ou 5, il y avait un photographe d'Addis Soir, il y avait un caméraman de la télé chez nous, parce qu'il y avait, depuis ce moment-là, il y avait la télévision qui s'était installée aussi. Et donc, il y avait des gardes qui nous poussaient. Alors, on croyait qu'on allait arriver devant Haïlé Sélassié comme ça. Non, il fallait passer par les côtés. Alors, les gardes nous ont poussés, mais violemment. Moi, je suis allé contre une colonne où il y avait un pot de fleurs. Le pot de fleurs est tombé, il s'est cassé, dans un silence sépulcral. Et puis, il m'a poussé contre un autre pot de fleurs. Enfin, ça a été terrible. Puis bon, ça s'est malgré tout très bien passé. Mais quel souvenir.
Alors ici, il y a aussi des rites, il y a aussi la rencontre du Père Abbé, c'était évidemment moins solennel et moins impressionnant. Mais comment vous avez vécu cette rencontre du Père Abbé qui vous a lavé les mains, qui vous a aussi accueilli à sa manière? Ah oui, c'était un grand moment, un bon moment, évidemment. Je n'étais pas habitué au rite. Et il m'a dit une chose très drôle. Il me dit, alors, vous allez commenter le Tour de France? Je lui ai dit, non, pas ici, surtout. Il me dit, et Bahamontes. Bahamontes, vous savez, c'est ce coureur espagnol qui a gagné le Tour de France, qui a été le premier espagnol à gagner le Tour de France en 1959. Et Federico Bahamontes, vous savez, c'est une figure emblématique pour les Espagnols. On l'appelait l'aigle de Tolède et tout ça. Et je sais pas, le Père Abbé, là, connaissait la figure noble de Federico Bahamontes. Ça m'a surpris, agréablement. En arrière-fond de toute cette expérience, il y a ces figures religieuses. Alors, il y a la personne de Jésus qui oriente la vie des moines. Il y a aussi ces saints qui sont représentés dans l'Église. Est-ce que dans ces personnes, il y en a qui vous parlent plus particulièrement, même si vous n'êtes plus forcément très engagé dans la religion? En Bretagne, il y a ce qu'on appelle la vallée des Saints. On traverse la vallée des Saints avec toutes ces statues. Bon, là, je suis un peu sensible à ça. Il faudrait d'ailleurs que j'y retourne parce que ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Qu'est-ce qui vous rend sensible dans cette vallée des Saints? C'est le projet? C'est la dimension mémorielle? Oui, je crois que c'est plus la dimension mémorielle parce que les statues s'accumulent en plus. Hein. C'est un projet contemporain. Oui, c'est un projet contemporain. On a bâti des sculpteurs, on bâtit des statues, on réalisé des statues qui représentent des saints sur tout un très très grand espace. Voilà, c'est peut-être encore inconnu, mais je pense que ça va devenir quand même quelque chose de célèbre. Vous avez écrit dans une interview au Télégramme, je crois, que quand vous faisiez des rétrospectives des champions de votre adolescence, vous vous agenouilliez presque devant eux quand vous alliez les rencontrer. Ah oui. Il y a presque un rapport au sacré là-dedans. Oui, mais n'exagérons rien quand même, n'exagérons rien. Rapport sacré peut-être, mais disons que effectivement, lorsque j'étais adolescent, j'ai été séduit par tous ces champions. Donc, j'ai dit si je pouvais un jour les rencontrer, etc., etc. Et puis le temps a passé. Lorsque j'étais à Stade 2, je commentais bien sûr la carrière des coureurs en activité, mais Robert Chapat, qui était le directeur des sports à cette époque-là, au début, Robert Chapat me disait il faut faire des rétrospectives sur les anciens champions. Alors évidemment, j'étais aux anges. Donc, je sillonnais la France pour aller faire les champions. Et c'est vrai que j'aurais presque mis un genou à terre pour les saluer. Mais non seulement, mais si vous voulez, il y avait des effets fantastiques. Parce que ces coureurs que j'ai aimés, ces anciens champions que j'ai aimés adolescents, je connaissais toute leur vie. Je savais ce qu'ils avaient gagné, je savais où ils habitaient, je savais tout sur eux. Enfin, j'essayais de tout savoir. Mais je n'avais pas besoin de me forcer, parce que c'était naturel. C'était naturel. Alors, quand j'allais les voir, on parlait, je leur parlais de leur carrière, donc bien sûr, parce que j'étais là pour ça. Et alors, je leur disais, alors quand vous étiez échappé avec un tel, il dit, oui, j'étais échappé avec Passotti. J'ai dit, on arrête, je dis au caméraman, on arrête, non, c'est pas Passotti, c'est Pesanti. On recommence. Alors, vous connaissiez mieux leur histoire. Je l'ai bloqué complètement. Alors, il disait, mince, qu'est-ce que c'est? Et donc, il pouvait vérifier, c'est moi qui avais raison. Et donc, si vous voulez, à force, ils m'ont pris en considération. Et même quand il y avait des émissions quelque part, ils disaient, non, moi je veux être interviewé par Jean-Paul Olivier. C'est parce que j'étais près d'eux et je les connaissais bien. Et je connaissais un peu leurs travers aussi, je connaissais tout sur eux. Et ça a été un grand bonheur. Un grand bonheur.
Ça nous emmène vers la fin de cette émission et vers votre actualité, parce que vous êtes un écrivain prolifique. Vous avez sorti 3 ouvrages rien que cette année. Alors le premier s'intitule « Villes et villages du Tour de France ». C'est un ouvrage encyclopédique sur toutes les villes et tous les villages qui ont reçu le départ, l'arrivée ou qui ont connu des faits marquants dans les Tours de France. J'imagine que ça a été un travail considérable. Oui, c'était très dur. C'était très dur et c'était très lourd et j'ai beaucoup souffert pour l'écrire et pour les recherches. Donc c'est un ouvrage qui fait 700 pages, hein, c'est un gros ouvrage. Donc c'est effectivement ce que vous dites, c'est tous les villages ou villes qui ont reçu le Tour, départ du Tour, départ de l'étape et arrivée. Et puis, pendant une étape, s'il s'est passé quelque chose d'important, une chute, un point chaud, quelque chose, là, je peux également mettre cette ville dans l'encyclopédie. Alors, De Gaulle, c'est le sujet de votre deuxième livre de cette année. Charles de Gaulle, un destin pour la France chez Larousse. De Gaulle, visiblement, ne s'est jamais arrêté à Solesmes, mais en 1965, il visitait Sablé-sur-Sarthe. Et Joël Le Teul, qui était le député maire, et son ministre lui a offert des chants grégoriens de l'abbaye. Vous pensez que, vous qui connaissez sa vie à fond, vous pensez qu'il s'est arrêté ici avant d'être président ou qu'il n'a jamais séjourné Ici ? Oui, à Solesmes. Je pense qu'il a dû y passer. Je pense qu'il a dû y passer. Il faudrait que je fasse des recherches, mais je pense que c'est ça. Il a dû s'arrêter. Et alors, votre dernier livre, celui peut-être auquel vous tenez le plus, c'est votre 3e roman, Le bateau du père, qui est en partie relié à votre histoire familiale, puisqu'il raconte le sauvetage en 1956 de l'Andrea Doria, un navire de la flotte italienne, percuté par un autre bateau et secouru par l'Île-de-France, sur lequel se trouvait votre père, Jean Olivier, infirmier marin. Et donc vous entremêlez, si j'ai bien compris, la fiction et les fils de votre histoire familiale. Oui, il y a assez peu de fiction d'ailleurs, mais effectivement, ça a été un drame terrible. L'Andrea Doria était le plus beau paquebot de la flotte italienne, et le Stockholm était un joli bateau d'ailleurs, suédois comme son nom l'indique, et l'un sortait du brouillard et l'autre y entrait. Et puis il y a eu ce coup du sort, le Stockholm est rentré dans l'Andrea Doria et toutes les cabines, de la cabine 60 à la cabine 70, sont volées en éclats. Et donc l'Andrea Doria a pu lancer son SOS et l'Île-de-France est venue au secours de l'Andrea Doria, a récupéré 700 personnes, je crois, 700 naufragés. Et mon père était dans l'une des barques de sauvetage. Mon père était infirmier, il était dans l'une des barques de sauvetage. Une manière de lui rendre hommage Oui, j'avais envie de l'écrire depuis longtemps, cet ouvrage. Et puis, bon, mon père me racontait quelques histoires. Il ne m'en racontait pas beaucoup, je dois dire. Il ne racontait pas énormément. Et il fallait de temps en temps que le soir, je le branche un peu. Je dis, tiens, raconte-moi ça. Et puis, c'est à découvrir donc chez Coop Braise. Coop Braise, oui, c'est chez moi, ça. L'émission touche malheureusement déjà à sa fin. Avant de partir, je vous rends votre téléphone portable. Il ne vous a pas trop manqué ? Non. Vous seriez prêt à prolonger l'expérience ? Oui, si l'occasion se présente. Enfin, ça, il faut qu'il y ait des circonstances. En tout cas, merci infiniment d'avoir répondu présent à l'invitation. Bon retour à Paris. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir accompagnés pour ces 24 heures au monastère avec Jean-Paul Olivier. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site internet de KTO. N'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.